Un nouveau rendez-vous de l'information s'ouvre sur la télévision togolaise. Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de cette édition. Le Togo en bonne place dans la mise en œuvre de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine sur le continent. Le pays occupe le 3e rang parmi les pays africains. Un effort reconnu et applaudi par le PNUD. L'organisation onusienne l'a déclaré au cours d'une rencontre avec les femmes entrepreneurs. Toujours dans l'actualité nationale, les bonnes volontés se mobilisent toujours autant pour le don de sang, à l'exemple de l'association Foi en la force de Dieu. Ses membres se sont encore pliés à cet acte de solidarité cette semaine, donner de leur sang pour sauver des vies. Et puis, dans la V, le tam-tam parlant à Topani a parlé. Il a encore résonné cette semaine au cours du festival du tam-tam parlant. Nous irons à la place publique d'Anneron en fin d'édition. Voilà pour les titres de ce 20h. La mise en œuvre effective de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine au Togo, applaudie par le PNUD. L'institution onusienne félicite le pays pour tous ses efforts et initiatives qui ont permis aux femmes entrepreneurs, aux jeunes et aux entreprises de comprendre et assimiler ce mécanisme d'échange continental. Carmen Madje, Akakou. Après 3 années d'accompagnement, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'est déclaré satisfait des progrès réalisés par le Togo dans sa conformité aux exigences de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. L'institution onusienne a salué les avancées notables du pays, le plaçant au 3e rang sur le continent, derrière le Kenya et le Rwanda, en termes de préparation et d'engagement dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Malgré cette performance encourageante, l'un des défis majeurs que doit relever le Togo est la compétitivité des entreprises. Le PNUD a donc identifié ce domaine comme un nouveau cheval de bataille et s'est engagé à poursuivre son soutien aux côtés du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, pour renforcer la capacité des entreprises togolaises à s'adapter aux exigences du marché continental. Des concertations ont été lancées le 21 août dernier à Lomé, ciblant particulièrement les entreprises togolaises dirigées par des femmes. Ces échanges visent à mieux faire comprendre aux entrepreneurs les mécanismes et les règles de production et de commercialisation dans le contexte de la ZLECAf. L'idée est de leur permettre de saisir les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Le PNUD espère également accompagner le Togo dans d'autres domaines cruciaux tels que la connectivité, la logistique et la réduction des barrières non tarifaires. Ces aspects sont essentiels pour que le pays puisse pleinement bénéficier de la ZLECAf, un jalon déterminant pour l'intégration économique du continent africain. Les experts estiment que la mise en œuvre de la ZLECAf pourrait permettre d'accroître de 3,8% le commerce intra-africain d'ici à 2045. Cette perspective offre au Togo des opportunités significatives pour dynamiser son économie en renforçant ses échanges avec les autres pays africains, comme le souhaite le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Et le Togo compte s'illustrer également dans l'accueil des investisseurs sur son territoire. Une plateforme entièrement consacrée aux dispositions d'accueil de ces hommes d'affaires a été lancée il y a quelques jours. Le projet est porté par le ministère de la Promotion de l'Investissement via la PIZF. Le nouveau site a été présenté aux partenaires qui s'occupent aussi de l'accompagnement de ces investisseurs sur le sol togolais. Suivons le récit du lancement de ce nouveau site d'accueil. Le Togo se veut l'un des pays les plus attractifs de la sous-région. Le gouvernement met les moyens, ce qui attire chaque année de nombreux hommes d'affaires, prêts à investir dans divers domaines. Pour leur réserver un accueil chaleureux, le ministère de la Promotion de l'Investissement lance la plateforme de gestion de l'accueil des investisseurs à l'aéroport. Un site sur lequel seront renseignées les informations de tout potentiel investisseur au Togo.
afin qu'ils soient mieux pris en charge dès son arrivée. Chaque année, le ministère accueille un certain nombre de délégations et d'investisseurs qui nous viennent de partout, des 4 coins du monde entier. Et ces personnalités-là font l'objet d'un dispositif d'accueil qui a été mis en place. Donc l'objectif de la plateforme, c'est de pouvoir recueillir ces informations-là. Donc ça permet de faciliter la coordination du dispositif d'accueil que nous avons mis en place. Et ça permet également de pouvoir faire un suivi des personnes que nous avons accueillies qui sont venues dans un objectif d'affaires au Togo. La plateforme est donc présentée aux différents acteurs impliqués dans l'accompagnement de ces partenaires d'affaires. Ce pour assurer une meilleure coordination du travail. Qui peut se connecter à cette plateforme? Ça va être essentiellement les différents acteurs du public et bien sûr du privé, c'est-à-dire nos partenaires, l'association des grandes entreprises, l'association des entreprises de zone franche, ainsi que le côté public, ça va être les ministères, etc. vont pouvoir d'abord nous solliciter, nous demander par exemple que pour tel ou tel projet, ils accueillent telle ou telle personnalité. Et donc nous derrière, on va leur offrir l'accès à cette plateforme qui permet de saisir un peu toutes les informations des délégations qu'ils vont accueillir. La plateforme de gestion de l'accueil des investisseurs à l'aéroport est une innovation dans le milieu de l'investissement. Elle est dans sa phase pilote qui va durer 3 mois. Au nord du pays, dans la région des Savanes, des groupements et coopératives de femmes ont reçu un coup de pouce qui va faciliter et optimiser leurs activités agricoles. Du matériel et équipements agricoles ont été mis à leur disposition. Un appui du projet renforcement de la résilience des communautés de la région des Savanes face au risque de catastrophe. Iyata Ratem. Et le temps est ainsi donné pour l'utilisation de ces tricycles et bien d'autres matériels à cette coopérative de femmes rurales et de jeunes dans les organisations de producteurs forestiers et agricoles OPFA. Les bénéficiaires viennent des préfectures de Sinkansé, Pendjal, Pendjal Ouest et Tandjouaré. Un soutien du gouvernement togolais à travers le projet renforcement de la résilience des communautés de la région des Savanes face au risque de catastrophe, projet piloté par l'ANPC, Agence nationale de la protection civile. Ces coopératives de femmes ont été identifiées comme bénéficiaires dans les zones vulnérables, très exposées au risque de catastrophes. Le but de cette activité est de renforcer les capacités des coopératives de femmes en équipement pour booster leur activité génératrice de revenus. Un expert en équipement aussi qui va les entretenir sur l'utilisation de ces équipements-là. Et ces experts sont aussi chargés de faire le suivi de l'utilisation de ces équipements. Des égreneuses multifonctionnelles, des moulins à condiments motorisés, des moulins pour la transformation des résidus en biofertilisants, des tricycles, entre autres. Un coup de pouce du gouvernement togolais pour femmes et jeunes en vue de contribuer à l'accroissement de la productivité à travers l'amélioration du climat social et la cohésion entre les membres des coopératives bénéficiaires du projet. Nous allons vous affirmer que vraiment ces cadeaux changent beaucoup de choses dans notre vie. Réduire la pauvreté, ça va nous aider à être autonomisés. Nous remercions le président de la République Fort Ezozimna Nyasingbe parce que tout ce qu'il nous a donné, ça lui tient à cœur pour que sa population, pour que les femmes, pour que les jeunes luttent pour s'en sortir. Les bénéficiaires ont été également formés sur les bonnes pratiques agricoles et de commercialisation des produits, la gestion entrepreneuriale des coopératives agricoles, le leadership, la prévention et gestion des conflits au sein des coopératives et la gestion durable des équipements agricoles collectifs. Et dans l'accompagnement de ces agripreneurs, il y a également la Fondation Cheye Emmanuel Adebayor. Après une formation à Lavier, les participants ont reçu des kits agricoles. Issa Karuna. Après leur incubation en agrobusiness, ils sont désormais prêts pour l'insertion socio-professionnelle. Venus de toutes les régions du Togo, ces jeunes auront passé 3 mois ici à la Fondation Cheye Emmanuel Adebayor. Le temps de formation théorique et pratique pour acquérir et approfondir leurs connaissances en maraîchage, en production et transformation du manioc,
ou en élevage. J'avais une connaissance dans le domaine, mais à mon arrivée, je suis tellement surpris que ce qu'ils avaient, c'était minime pour pouvoir réussir. Parce que la formation m'a montré qu'on ne choisit pas une espèce, il faut choisir. Parce qu'il faut connaître l'importance ou bien le format, ou bien le résultat de que j'aurai à la fin avant de pouvoir choisir l'espèce. C'est grâce à l'appui technique de l'Institut national de formation agricole, INFA de Tové. En plus de ce bagage, chacun de ces jeunes agripreneurs bénéficie gracieusement du matériel de travail selon son domaine en vue de son installation. C'est un domaine vraiment très rentable. Donc c'est par rapport à ça que j'ai choisi le maraîchage. Je veux vraiment m'installer pour avoir une grande superficie en vue d'avoir un bénéfice pour pouvoir supporter d'abord ma famille. Avec le temps, pourquoi pas engager les jeunes. Au-delà de la formation agricole, ils ont également acquis des compétences managériales. De quoi en faire de véritables agri-entrepreneurs. C'est des jeunes qui savent gérer d'abord. C'est des jeunes sur le plan agricole qui savent techniquement comment produire et enfin comment commercialiser le produit. Ils sont lancés aujourd'hui. Après 3 mois, il y aura un suivi qui va se faire sur le terrain également pour évaluer la portée des projets, les besoins également qui se font ressentir sur le terrain. Cette fin de formation annonce le début d'une nouvelle aventure pour ces jeunes. Une aventure qui ne sera pas évidemment facile. Le président de la fondation, Cheikh Emmanuel Adebayor, les a exhortés à être plus entreprenants et persévérants. Il les a rassurés tout de même de l'accompagnement continu de sa fondation avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement et du gouvernement togolais. Ceci afin de faire de ces jeunes de véritables entrepreneurs agricoles au bénéfice de la sécurité alimentaire nationale. Dans le domaine de la transformation agricole, beaucoup de jeunes s'illustrent, à l'instar de Clémence, jeune entrepreneur experte dans la transformation du souchet en différents produits dérivés comme la farine et les liqueurs. Edwige Atakwa-Bassabi l'a rencontré. Suivant son reportage, il est présenté par Gisèle Kozona. Clémence a mis en place cette unité de transformation il y a 7 ans. Ici, la jeune entrepreneur transforme le souchet en farine, liqueur, crème et bien d'autres produits qu'elle met essentiellement sur les marchés nationaux. J'ai commencé à entreprendre dans la transformation du souchet parce que d'abord le souchet, moi-même j'aime le souchet, mais j'ai remarqué d'abord qu'en mangeant le souchet cru comme ça, des fois ça te donne la toux et tout. Et aussi, ma maman prenait le souchet pour faire des liqueurs pour nous à la maison. Donc c'est grâce à elle que j'ai compris que je peux vraiment transformer le souchet en fait des liqueurs et puis faire de la farine. Et aussi, je voulais répondre d'abord à la perte post-récolte du souchet qui n'est pas rentable pour les agriculteurs. D'abord, on n'a pas une grande personne qui consomme le souchet parce qu'ils ne savent pas d'abord les vertus du souchet, ce qui fait que les agriculteurs, ça ne leur permet pas de continuer dans cette agriculture-là et ça réduit la consommation, ça réduit la production du souchet. Selon les spécialistes, le souchet est très riche en sels minéraux tels que le phosphore, le magnésium, le calcium et le fer. Facile à digérer, ces bienfaits pour la santé sont multiples. Il faut faire comprendre aux consommateurs que c'est très bien de consommer le souchet parce que c'est riche en sels minéraux, en protéines et également très riche en fibres. Au début, j'ai commencé avec 2 personnels. Aujourd'hui, je suis à 6 personnes et ma vision, c'est de mettre une structure de transformation du souchet d'autres farines comme la farine de sorgho, la farine de mil. Pour la liqueur de souchet avec une autre liqueur qui est la liqueur Vince. Elle est faite à base de clous de girofle et puis du gingembre. C'est un antibiotique. Donc on a des clients au Burkina, au Bénin, en Côte d'Ivoire qui consomment pratiquement tous nos produits. Le chiffre d'affaires, ça évolue toujours. Mais on n'est pas encore arrivé à ce terme-là pour dire qu'on est déjà satisfait pour avoir notre chiffre d'affaires parce que la lutte toujours continue. Le souchet peut être aussi consommé cru, grillé ou séché. Chaque jour, le service de livraison Clémence enregistre des dizaines de commandes. C'est nous qui assumons toutes les livraisons de Clémence Group, 24 heures sur 24. Tout à l'heure, j'ai pris 2 colis. Il y a un qui va être en avec.
l'autre qui va à Ecobank. La consommation locale, première des choses, est que ça permet le développement économique du pays. Donc je pense qu'avec ça, c'est déjà bon pour consommer local. Le souchet étant saisonnier, la jeune entrepreneur en transforme beaucoup afin de rendre ses produits disponibles tout au long de l'année. À travers ses produits bio, elle contribue à sa manière à une alimentation saine des populations. Après cet instant découverte, venons-en à cette opération de don de sang organisée par l'association Foi en la force de Dieu. C'est la deuxième fois que les membres de cette association donnent de leur sang. L'acte a un double objectif, soutenir les forces de défense et de sécurité et sensibiliser les populations sur l'importance du don de sang pour sauver des vies. Victoire Kaliwa, Eliagba Nyandao. Une campagne de collecte de sang pour soutenir les forces de défense et de sécurité FDS blessées lors de leurs différentes missions. Depuis 2 ans, l'ONG Foi en la force du Togo de FDT travaille en étroite collaboration avec le Centre de transfusion sanguine pour renforcer le système sanitaire au Togo à travers des campagnes de collecte de sang. C'est d'abord de sécuriser le sang au niveau des institutions d'hygiène. Et en second lieu, venir en soutien à nos forces de l'ordre et de sécurité qui se battent pour nous nuit et jour. L'ONG prévoit d'élargir sa campagne à d'autres régions du Togo afin de dissiper complètement les mythes et les craintes liées aux dons de sang. La prochaine étape, c'est à Tapamé. Après, nous serons dans la région centrale. Ensuite, à Kara. Après, dans la région des Savanes. Certains donneurs voient déjà cet acte comme un devoir civique, mais aussi comme une expression de solidarité humaine. Donner son sang, c'est un acte solidaire que nous sommes tous appelés à poser. J'ai choisi de faire partie de cette initiative pour sauver des vies. Je me sens très à l'aise quand j'ai fini de donner le sang. Je le fais depuis 2015. À travers cette initiative, l'ONG contribue non seulement à sauver des vies, mais aussi à bâtir une communauté plus consciente et solidaire. Suite de cette édition, le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 23 août 2024 sous la présidence de son Excellence M. Faure-Sozina Gnassingbé, président de la République. Le Conseil des ministres a écouté une communication et adopté 5 décrets. Suivons les détails. Le Conseil des ministres a écouté une communication relative au 5e recensement national de l'agriculture, RNA 5, présenté par le ministre de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural. Le recensement national de l'agriculture permet de collecter et de disposer de données désagrégées nécessaires à une évaluation éclairée et à une planification bien renseignée des projets et réformes mis en œuvre dans le secteur. En 2012 a eu lieu dans notre pays le 4e recensement national de l'agriculture, RNA 4, réalisé 2 ans après le 4e recensement général de la population et de l'habitat. Ainsi, après avoir conduit le 5e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH5, en 2023, le gouvernement a aussitôt entamé le processus d'organisation du 5e recensement national de l'agriculture, RNA5, afin de disposer de données statistiques actualisées dans le secteur. Un décret portant organisation du recensement national de l'agriculture permettra la mise en place du cadre juridique et institutionnel de la phase opérationnelle du RNA 5. Le recensement national de l'agriculture permettra de poser les bases nécessaires à l'amélioration de la production et de la diffusion de statistiques agricoles indispensables à la conception et au pilotage des politiques de développement. Les membres du gouvernement, les parties prenantes au processus et les populations sont appelés à contribuer à la réussite de cette opération de recensement qui permettra également de collecter des informations fiables pouvant conduire à un rebasage du produit intérieur brut. Le président de la République a instruit le gouvernement de faire un suivi de l'opération et de présenter des points d'étape tout au long du processus du 5e recensement national de l'agriculture qui sera exécuté sur une période de 24 mois. Le Conseil des ministres a examiné et adopté 5 décrets de nomination des gouverneurs de région.
La proclamation par la Cour suprême des résultats définitifs des élections régionales du 29 avril 2024 a renvoyé les conseillers régionaux élus à leurs fonctions, pour permettre aux conseillers régionaux ainsi constitués de tenir la première réunion de droit et amorcer l'opérationnalisation des régions en tant que collectivité territoriale disposant d'une tutelle. La nomination des gouverneurs de région est nécessaire dans le contexte sécuritaire actuel qui appelle d'une part un renforcement de la présence de l'État et de son autorité et d'autre part un suivi rapproché et coordonné de la mise en œuvre des politiques publiques et projets de développement. Le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 8 janvier 2007 portant organisation de l'administration territoriale déconcentrée, a nommé les gouverneurs de région. Autre sujet de cette édition, de leur lieu de détention, la prison civile de Lomé, 15 détenus ont appris à devenir de bons disciples du Christ. Ils ont suivi 11 mois d'études des Saintes Écritures. Aujourd'hui, en fin de formation, ces détenus reçoivent leur attestation des mains des responsables du ministère évangélique Christ au secours. Marie-Reine Abeta, Yasmine Crozia. 15 détenus de la prison civile de Lomé reçoivent leur certificat de fin d'études bibliques. Cette cérémonie de remise fait suite à 11 mois d'apprentissage. Des notions indispensables leur permettront de faire face à la vie en prison et celle d'après. The ministry has changed my life in so many ways, and I'm grateful to God for that. At least ever. I did not come to prison in vain. I came to prison, and when I leave, I'm leaving with something tangible and valuable. All glory to God. Amen. On a eu à parler du coût du disciple et quel coût on doit payer pour devenir disciple. Des éléments qui nous permettent en tant que chrétiens de construire le royaume, à savoir la compassion, la coopération, le courage et la confiance. Cette initiative de l'école Discipola du ministère évangélique Christ au secours, MEX, veut amener les détenus à être témoins de la parole de Dieu et à garder espoir pour un avenir meilleur. C'est une école qui est installée à l'enceinte de la prison civile de Lomé. Cette école, c'est pour aider les détenus à sortir la prison d'eux-mêmes. Autrement dit, gagner leur liberté psychologique et spirituelle avant leur sortie officielle de la prison. Nous les aidons à formater leur mentalité et acquérir la bonne information. Et cette information qui les aideront, qu'une fois sortis de la prison, mener une vie meilleure pour la gloire de Dieu. Le régisseur de la prison civile de Lomé a exhorté ses prisonniers récipiendaires à plus de sérieux tout en mettant en application tout ce qu'ils ont acquis. Le cours qu'ils ont suivi a été vraiment très intense. Je leur demanderai de respecter vraiment scrupuleusement tout ce qu'ils ont appris. Et s'ils respectaient cela aura des impacts majeurs sur les autres détenus qui sont à la prison civile, qui vont vouloir également se prêter à cette étude pour qu'ils puissent vraiment se réinsérer positivement dans la société. Le ministère évangélique Christ au secours a saisi cette opportunité pour offrir une motopompe à la prison civile de Lomé. Depuis sa création en février 1999, ce ministère œuvre pour le bien-être des détenus des prisons du Togo à travers son enseignement biblique. Au-delà de nos frontières, l'actualité nous emmène en Égypte. Dans ce pays, une entreprise donne une seconde vie aux déchets plastiques. Mélangés au sable, ils sont transformés en matériaux de construction. La technologie mise au point permet par ailleurs de préserver l'environnement. Suivez. En Égypte, une entreprise fabrique des tuiles pour le bâtiment à partir des déchets plastiques. L'objectif est de rendre le secteur de la construction plus respectueux de l'environnement. Il s'agit de Teal Green, créé il y a 3 ans. Les fondateurs ont mis au point une nouvelle technologie permettant de transformer de vieux morceaux de plastique en carreaux sans ciment.
Nous avons inventé une technologie et un processus industriel qui nous permet de transformer toute forme de déchets plastiques, notamment ceux de faible valeur, en matériaux de construction. Nous fabriquons un matériau appelé composite d'agrégats polymères, dans lequel nous mélangeons des déchets plastiques avec des agrégats naturels comme le sable et le gravier afin de produire un substitut au béton. Nous pouvons utiliser ce composite pour fabriquer de nouveaux produits. Il y a 2 ans, la start-up avait fourni des tuiles à emboîtement pour un sentier à l'intérieur du complexe administratif de Sodic, un promoteur immobilier de premier plan. L'expertise de Teal Green et sa passion pour la production de matériaux de construction est très intéressante d'un point de vue technique, qualitatif et esthétique. Cela nous donne l'occasion de collaborer avec une telle start-up, non seulement parce qu'il s'agit de matériaux de construction de haute qualité, mais aussi parce qu'il est esthétiquement plaisant. Teal Green est l'une des nombreuses start-up qui ont émergé en Égypte ces dernières années, offrant des solutions pour la durabilité et la transformation verte dans divers secteurs. Nous devons offrir aux start-up des incitations afin qu'ils puissent continuer à exister sur le marché égyptien et à se développer. Parallèlement, nous devons également sensibiliser les promoteurs et les utilisateurs à l'existence de ces options sur le marché. Tout concepteur qui souhaite construire un bâtiment écologique doit d'abord savoir quels sont les matériaux écologiques disponibles. Dans une petite usine à quelques encablures à l'est de Caire, Teal Green produit environ 5000 tuiles par mois. Dans un pays où les industries de la construction et de la fabrication sont responsables de 23% des émissions de CO2, selon les chiffres du gouvernement égyptien. Revenons au Togo. La préfecture de Yoto était hier dans la fièvre de leur fête traditionnelle, Rogbezan, un rendez-vous identitaire annuel des natifs de Yoto. Cette année, c'est la 38e édition à laquelle a pris part le ministre de l'Accès universel aux soins et de la couverture sanitaire, Jean-Marie Tessi, représentant le chef de l'État, Faisal Gnassingbé. L'ambiance de l'apothéose relatée par Norbert Agbedan. La prestation des adeptes de Sohou de Tchekbo résonne comme un appel à l'unité, tandis que les démonstrations mystiques d'Azovu de Gboto captivent les foules. La fête Rogbezan est une fête de retrouvailles des filles et fils de la préfecture de Yoto. Riche en traditions et en symboles, cette fête marque l'expression vivante d'une culture ancestrale. Au cœur des festivités, danse traditionnelle, prestations des groupes folkloriques et musicaux venant des 12 cantons de la préfecture de Yoto ajoutent une touche d'allégresse à ce rendez-vous culturel. Au-delà de cette célébration, c'est toute une histoire cachée derrière les épées issues du grand exode de Ngotien. Nous sommes des Wati. Nos aïeux, à chaque moisson, ils font une fête. Donc c'est ça qui se perpétue. Nous commémorons cette date pour rappeler le départ de nos aïeux de Ngotien et profiter pour cultiver la solidarité et l'union entre les filles et fils de Yoto. Chefs traditionnels, autorités administratives et religieuses, vaillantes populations des 12 cantons de Yoto et leur diaspora sont mobilisés autour de cet idéal qui regroupe chaque année toute la communauté de Yoto. Le ministre de l'Accès universel aux soins et de la couverture sanitaire, représentant le chef de l'État, Fort et Sozimna Gnassingbé, a dans son mot de circonstance réaffirmé aux populations de Yoto la volonté politique du président de la République à faire de la tradition un riche patrimoine du Togo. Il les invite à se mobiliser autour des idéaux d'un développement inclusif et durable de la préfecture de Yoto en particulier et du Togo en général. La commémoration ce jour vous offre une fois encore l'opportunité de vous ressourcer, de puiser dans les us et coutumes la substance nécessaire au développement de votre préfecture. Chère population de Yoto,
l'espoir du meilleur lendemain pour lequel vos aïeux ont décidé de prendre la route de l'Exode vous est garanti aujourd'hui par les plus hautes autorités du pays. C'est pour cela que je vous invite à vous associer à moi pour témoigner notre immense gratitude collectivement au président de la République, président Faure Gnassingbé, pour son engagement et ses multiples sacrifices en vue de la consolidation de la cohésion sociale et de la stabilité qui continue de faire de notre pays un havre de paix. Rogozan 2024 a connu la présence d'une délégation de l'Union des chefs traditionnels du Togo. Les fils et filles qui ont marqué l'année par leur abnégation ont été honorés par la remise des prix. Les cadres de Yoto ont également à cette occasion offert des machines à coudre aux jeunes filles qui ont fini l'apprentissage pour les accompagner à continuer leur activité pour leur autonomisation. Je vous fais lecture de ce communiqué avant de refermer cette édition. Le lundi 12 août 2024, aux environs de 21h, M. Steve Amoussou, de nationalité béninoise, a été enlevé à Lomé, au quartier Adidogomé, et conduit vers une destination inconnue par des individus non identifiés. En effet, alors que le surnommé, établi au Togo depuis plusieurs années, est sorti de l'immeuble où il habitait pour une course, il a été appréhendé non loin de là par 4 individus qui visiblement y étaient en affût. De force, ces individus l'ont embarqué dans un véhicule d'immatriculation béninoise, puis ont roulé en direction de la frontière togolaise du côté est. Les autorités policières togolaises ayant été avisées ont aussitôt lancé des recherches qui n'ont pas permis de retrouver les ravisseurs et leurs victimes. Afin de comprendre les circonstances exactes de cet acte, une enquête judiciaire conduite par le service central de recherche et d'investigation criminelle a été ouverte. Des premiers éléments recueillis de cette enquête, il est apparu que l'acte dont il s'agit a été l'œuvre de 4 personnes de nationalité béninoise, aidées par 2 autres personnes, dont l'une de nationalité béninoise et l'autre de nationalité togolaise. Sur les 4 acteurs principaux de nationalité béninoise, 3 ont été identifiés ainsi qu'il suit. Gandao Jimmy, athlète des arts martiaux mixtes MMA et coach au Revieso MMA, si à la haie vive à Cotonou. Juanilo Médégan, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et athlète du MMA. Bagidi Tode Dokpo Yuan Jero, alias Jojo, membre du staff et manager de l'artiste béninois Vano Baby. S'agissant des 2 personnes ayant apporté leur concours aux ravisseurs, l'une a été identifiée comme étant Madame Klebo Temitokpe Presilia, de nationalité béninoise, esthéticienne établie à Lomé. Celle-ci a été chargée d'œuvrer à l'identification de l'appartement qu'occupait la victime et de l'attirer vers les ravisseurs. Elle a été interpellée dès les premières heures de l'enquête. L'autre, du nom de Téléception, est un étudiant de nationalité togolaise travaillant occasionnellement comme conducteur de moto-taxi à Lomé. Ce dernier a assuré en toute connaissance de cause le service de transport de l'un des acteurs de l'enlèvement le dimanche 11 et le lundi 12 août 2024. Arrêté quelques jours après le rapt, la perquisition de son lieu d'habitation a conduit à la découverte d'une paire de menottes qui dit appartenir aux ravisseurs. Les investigations ont par ailleurs renseigné que les 4 Béninois étaient entrés en terre togolaise depuis le samedi 10 août 2024 et ont eu le temps de faire les repérages nécessaires à leur opération. Ces faits commis sur le territoire togolais en violation flagrante du droit international et des règles en matière de coopération pénale internationale s'analyse en l'incrimination d'enlèvement ou séquestration au sens des articles 283 et 284 du nouveau Code pénal.
Ceci a justifié et commandé une enquête judiciaire à l'issue de laquelle Dame Clébo Temitope Priscilla et M. Telou Sepsion ont été présentés au parquet de grande instance de Lomé le 23 août 2024. L'enquête préliminaire et l'interrogatoire des deux suspects au parquet ont mis en évidence des éléments à charge quant à leur concours à la commission des faits susvisés. Une information judiciaire a été requise pour fait d'enlèvement et complicité d'enlèvement. Les deux suspects ont été aussitôt inculpés de complicité de cette infraction par un juge d'instruction puis mis sous mandat de dépôt. Les autres personnes ayant agi comme acteurs principaux dans les faits dont s'agit ont été également visées par l'information judiciaire ainsi ouverte. À l'encontre de celle-ci, des mandats d'arrêt ont été requis, a signé le procureur de la République, Talaka Mawama. Et ceci met fin à cette édition de 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Portez-vous bien. Très belle soirée en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Au revoir.